naufrage d'un bateau de migrants en mer Méditerranée. Ce titre de l'actualité récurrent depuis de nombreuses années est devenu particulièrement fréquent ces dernières semaines. Les crises politiques en Afrique ou au Moyen-Orient accentuent le nombre de migrations vers l'Europe et le vieux continent semble bien dépourvu face aux centaines, aux milliers de cadavres qui ont été retrouvés au large des côtes libyennes. Alors qui migre et pourquoi? C'est le thème de cette première émission de Cartes sur table qui suivra le parcours d'un migrant. Nous évoquerons d'abord les raisons du départ avec Léonard Vincent, spécialiste de l'Érythrée, la remontée dangereuse vers le nord de l'Afrique avec Cécile Allegra, enfin François Gémen et Gérard François Dumont, deux fins connaisseurs des flux migratoires, débattront sur notre plateau. On commence avec les raisons du départ, Cartes sur table épisode 1, c'est parti. En 2014, plus de 170 000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis l'Afrique du Nord, rejoignant les côtes maltaises et italiennes. C'est la route la plus importante empruntée par les migrants vers l'espace Schengen. Ce chiffre sous-estime la réalité, car il ne compte que les migrants qui ont débarqué vivants et qui ont été détectés par Frontex, l'agence en charge de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Alors, qui fuit et pourquoi ? Ce sont principalement des migrants venus de la Corne de l'Afrique qui quittent un pays en guerre, comme la Somalie, soumise au terrorisme des Chebabs, ou alors une dictature, comme l'Érythrée, véritable prison à ciel ouvert. Ou bien encore des pays d'Afrique de l'Ouest, où les migrants sont poussés à partir par la pauvreté et des flambées de violence, comme le Nigeria, avec la présence de Boko Haram, ou le Mali, dont le nord du pays est devenu un sanctuaire djihadiste. Les pays d'Afrique du Nord, comme la Tunisie, l'Égypte et la Libye, fournissent aussi des candidats au départ suite à l'instabilité des révolutions arabes. La guerre en Syrie, qui dure depuis plus de 4 ans, fournit aujourd'hui le premier contingent de migrants qui empruntent cette route. La Libye est plus que jamais la plaque tournante des routes migratoires africaines, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Jusqu'en 2011, le pays, prospère économiquement, attirait de nombreux migrants en provenance d'Afrique subsaharienne. Certains se fixaient dans les villes libyennes, tandis que d'autres tentaient la traversée vers l'Europe. Le régime de Kadhafi contrôlait alors les frontières de manière plus ou moins étroite au gré des relations diplomatiques avec les pays européens. Après la chute du dictateur et la guerre civile qui a éclaté, de nombreux migrants cherchent à fuir également ce pays. Dans le chaos, l'absence de contrôle des frontières a ouvert de nouvelles opportunités aux passeurs, ce qui a fourni un appel d'air à l'immigration depuis les côtes libyennes. Voilà pour les raisons du départ. On va maintenant s'attarder sur un pays dont la situation politique est finalement moins connue que la Syrie par exemple. Et pourtant, l'Érythrée est un des principaux réservoirs de migrants, de réfugiés, même dans la Corne de l'Afrique. De 3 à 4 000 Érythréens fuient chaque mois. Bonjour Léonard Vincent. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur du livre Les Érythréens aux éditions Rivage. Alors on ne parle pas beaucoup tant que ça de l'Érythrée, pourtant on l'entendait dans le sujet. Il est souvent qualifié de prison à ciel ouvert, d'une des pires dictatures du monde. Pourquoi ? C'est une cage, comme l'a qualifié un journaliste qui a beaucoup travaillé sur le sujet, Michael Erang, la semaine dernière. C'est une cage dorée, une espèce de village Potemkin qui donne toutes les apparences d'un pays pauvre mais calme et docile. Et pourtant, c'est l'un des régimes les plus impitoyables avec sa population. Il n'y a pas de code pénal en vigueur, il n'y a pas de constitution. Le pays est régi par des militaires qui agissent totalement à leur guise, sous l'autorité d'un chef de l'État irascible, têtu, qui a toujours été un chef de guerre et qui n'est jamais devenu un chef d'État. C'est une société totalement militarisée. Les jeunes sont enrôlés dans l'armée pour passer leur bac à la dernière année du lycée. Et l'armée définit leur vie, les place sur des chantiers, décide de leurs études. Les filles sont souvent violées au service militaire obligatoire. Les garçons sont brutalisés, pouvaient être jetés au cachot pendant 1 mois, 6 mois. Et alors, quand on dit un cachot, c'est pas de visite des familles et tout ça, c'est des containers de cargo posés dans les casernes, on est enfermé là-dedans. Je veux dire, c'est un système totalement arbitraire. Tout cela pour préparer une guerre virtuelle, entre guillemets, avec l'Éthiopie, c'est ça ? Voilà, les Érythréens, le gouvernement prétend que la situation de ni guerre ni paix qui prévaut avec l'Éthiopie, contre laquelle une guerre terrible a eu lieu entre 1998 et 2000, donne un excellent prétexte pour mobiliser la population, parce qu'ils sont constamment sous la menace.
une espèce de citadelle assiégée avec un régime qui considère qu'il est toujours dans une espèce d'état d'urgence permanent. Alors, il y a la situation politique, vous venez d'en parler, il y a également la situation économique. Le pays est 177e sur 187 en termes de conditions de vie, une espérance de vie de 63 ans. Vraiment, le pays connaît une situation économique extrêmement difficile. Oui, et comme je le disais, c'est un village Potemkin parce qu'ils prétendent, le gouvernement prétend qu'ils sont en phase de développement parce qu'un certain nombre d'objectifs du millénaire ont été atteints. Les objectifs du millénaire, c'est par exemple une bonne mortalité, un bon taux de mortalité infantile, la santé maternelle est en bon état, il y a des hôpitaux. Mais derrière tout ça, il y a une société complètement aux ordres des militaires. Donc les hôpitaux sont certes très beaux, mais ils sont construits par des jeunes conscrits qui ne sont pas payés et qui sont brutalisés et qui vivent dans des conditions extrêmement dures. Et par ailleurs, par-dessus cette espèce de vernis, cette espèce de société d'apparence, il y a l'incompétence terrible de généraux qui n'ont pas fait d'études et qui ont combattu toute leur vie et qui se partagent le gâteau d'une société entièrement collectivisée. Le secteur privé a été totalement détruit. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont obligés de gérer des chefs qui ne savent pas ce qu'ils font et la situation économique ne tient pas seulement à la pauvreté endémique d'un pays d'Afrique, mais surtout et particulièrement pâtit de l'incompétence des dirigeants. De ces dirigeants. Alors comment échapper à la répression du régime pour les habitants? Fuir tout simplement? C'est la solution la plus largement adoptée par la population, et notamment par la jeunesse, qui refuse de se faire confisquer son destin par le service militaire et par l'armée. Par ailleurs, l'oppression politique fait qu'un certain nombre qui ont réussi à s'intégrer dans la société, qui ont 30, 40 ans, qui sont déjà passés par les geôles, décident que ça suffit. Des anciens combattants également, déçus par la trahison de leur chef, décident de fuir également. Des intellectuels, des journalistes, des fonctionnaires décident de fuir aussi pour ne plus être complices de ce système. Donc voilà, on a plusieurs générations qui ont des très bonnes raisons. Et puis par ailleurs, la société érythréenne qui a combattu 30 ans pour obtenir son indépendance a tellement souffert de cette guerre civile contre l'Éthiopie qui a duré de 61 à 91 qu'ils considèrent que la violence n'est pas une solution et que le sang érythréen a suffisamment coulé. Donc ils cherchent maintenant leur salut ailleurs et ils font la révolution avec leurs pieds. Merci beaucoup Léonard Vincent de nous avoir accordé cet entretien. On va passer à la deuxième étape de notre parcours avec la remontée vers les côtes africaines. Quelles sont les différentes routes de l'immigration qui amènent à l'Europe? Pourquoi le parcours est-il souvent bien plus dangereux que la traversée de la Méditerranée elle-même? On fait le point avec une nouvelle carte et on en parle avec la journaliste Cécile Allegra. En 2014, les Syriens et les Érythréens ont constitué les deux premiers contingents de migrants qui ont traversé la Méditerranée au départ des côtes nord-africaines. Les Syriens fuient la guerre civile qui, depuis 2011, a fait plus de 210 000 morts. Ils ont afflué massivement dans les pays voisins, et notamment au Liban et en Turquie. C'est depuis la Turquie que nombre d'entre eux poursuivent leur route vers l'Europe. Par voie terrestre, certains tentent de franchir les frontières grecques ou bulgares. Cette route est aujourd'hui très coûteuse et plus difficile à parcourir en raison des contrôles accrus aux frontières et de la construction d'une barrière du côté européen. Elle est donc moins empruntée au profit des routes maritimes pourtant plus dangereuses. Par voie maritime, certains essayent de rejoindre directement les côtes grecques ou italiennes, en traversant la mer Égée entassés dans des bateaux surchargés. D'autres réussissent à arriver par voie aérienne en Algérie avec de faux papiers. De là, ils rejoignent à pied ou dans des véhicules affrétés par les passeurs la Tunisie puis la Libye. C'est ensuite de là qu'ils tentent la traversée vers l'Italie, souvent mortelle. Quant aux Érythréens, si la dictature qu'ils subissent est moins connue en Europe que le conflit syrien, leur parcours pour en échapper est tout aussi long et incertain. Une première route vers le nord est celle à destination d'Israël, via l'Égypte. Elle s'arrête souvent dans le Sinaï, où les migrants sont victimes de rackets et parfois mis en esclavage sans pouvoir atteindre l'État hébreu. L'autre route, c'est celle qui mène en Libye, via le désert et de nombreuses zones de tension où les migrants peuvent à tout moment être victimes de violences, de viols et de rackets. Si certains s'arrêtent en Libye, d'autres ont pour objectif de tenter la traversée en direction de l'Europe. Le voyage est une fois encore risqué, avec un nombre de plus en plus élevé de naufrages.
Voilà pour ces différents parcours qu'empruntent les migrants à destination de l'Europe. On va revenir vers l'Érythrée pour la deuxième étape de notre voyage, à savoir la remontée vers le nord de l'Afrique. Et si on parle beaucoup des corps repêchés en Méditerranée, on nommait souvent le véritable calvaire avant même d'arriver aux côtes. Bonjour Cécile Allegra. Bonjour. Vous avez passé du temps sur place pour un reportage avec Delphine Deloger qui se concluait donc dans le Sinaï sur la route d'Israël. Et vous décrivez, je cite, un trafic monstrueux d'êtres humains. En quoi est-ce qu'il consiste ? Alors, les Érythréens qui fuient empruntent la route vers le nord. Et là, pendant tout un temps, disons, entre les années 2006 et 2009, ils ont voulu rejoindre Israël. Et à un moment, leurs passeurs se sont transformés en tortionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de les torturer contre rançon. En clair, ils les kidnappent. Alors, dans un premier temps, les Érythréens venaient à eux, ils les plaçaient dans des camps de torture, ils les torturaient 1 mois, 2 mois, 3 mois, 9 mois, 1 an parfois, contre des rançons qui allaient de 30 000 à 50 000 euros. Et ensuite, demandées à leur famille par téléphone portable. Oui, des rançons qui étaient demandées à leur famille par téléphone portable, donc ils avaient la torture en direct au bout du fil. Et puis, à un moment, le trafic s'est inversé, puisque les Érythréens ne sont pas bêtes, ils ne vont pas se jeter dans les bras de ces trafiquants qui les torturent à mort, et donc les trafiquants sont venus les kidnapper dans le lieu même où ils fuyaient, c'est-à-dire juste à la frontière entre l'Érythrée et le Soudan. Alors, est-ce que cette route du Sinaï, elle reste aujourd'hui d'actualité, sachant qu'on a l'impression que les routes passent plus par la Libye ? Alors effectivement, le Sinaï est moins d'actualité dans le côté camp de torture pour migrants ou évadés de dictatures et pays en guerre dans la Corne de l'Afrique. Parce qu'il y a une guerre civile, l'Égypte bombarde le nord-est du Sinaï, qui est le lieu où sont les camps de torture pour les migrants. Donc les routes ont dévié vers la Libye. Si on peut parler de route, parce que c'est toujours le même système, c'est-à-dire qu'on vient toujours les kidnapper, les déporter, les mettre dans des camps de torture qui sont dans le désert de la Libye. C'est la même pratique. Voilà. Et par ailleurs, sur ce long chemin, parce que le Soudan c'est long à traverser, il y en a qui sont arrêtés, détenus, mis en prison et qui n'arrivent pas à sortir de ces cul-de-sac. Donc en fait ce parcours on l'a représenté de façon linéaire sur une carte, on a un peu l'impression qu'ils partent de l'Érythrée, ils remontent vers la Libye. En fait pas du tout, vous nous dites ils sont kidnappés, ils sont emmenés à un endroit ou à un autre, c'est pas du tout linéaire et ça dure parfois très longtemps. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas des parcours qui durent quelques semaines, quelques mois. Dans le cas des Érythréens, comme des Soudanais, comme des Somaliens, qui sont les populations visées par ce trafic, encore une fois, kidnapping, torture contre rançon, pour l'instant, parce que ça pourrait s'étendre à d'autres populations. On est dans le cas de gens qui ont qui ont des voyages très longs. Ça fait parfois 2-3 ans qu'ils voyagent, ils sont passés par des camps de torture avant même d'embarquer en Libye. Certains d'ailleurs sont complètement coincés au Caire, dans des prisons, parce que je rappelle quand même qu'un migrant qui franchit la frontière égyptienne ou la frontière libyenne est considéré comme un hors-la-loi et à ce titre, il peut être placé en prison. Oui. Et donc les Érythréens qui survivent au camp de torture se retrouvent soit dans des situations d'isolement total au Caire où ils sont sans aide, sans appui, blessés, voilà, sont encore pire en prison, en Égypte quelque part ou en Libye quelque part. Voilà. Donc l'Europe n'est pas forcément une motivation en soi, mais plus la dernière étape d'un calvaire où finalement autant y aller puisqu'on a déjà vécu tout ça avant. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on entend souvent un argument qui peut paraître un peu stupéfiant, qui consiste à dire « mais pourquoi s'embarquent-ils s'ils savent que les traversées sont risquées ?» Il est évident que quand vous savez que les trajectoires ont duré parfois 4 à 5 ans, puisque voilà, on a le cas de gens qui ont été balancés dans des fosses communes, sauvés in extremis, qui ont refait le voyage, voilà, et qui arrivent très blessés au bord de la Méditerranée, ils n'ont plus rien à perdre, ils ont déjà vu la mort en face une fois, et donc ils y vont. Merci beaucoup Cécile pour cet entretien et on en vient donc à la dernière étape de notre parcours, à savoir la traversée de la Méditerranée, lieu de tous les naufrages. Alors quel dispositif existe à l'échelle européenne pour contrôler les frontières, pour sauver les migrants? On fait le point avec une dernière carte et on en parle avec nos invités. Face à l'augmentation du phénomène migratoire entre les côtes libyennes et italiennes, et face au nombre croissant de morts et disparus en mer entre 2011 et 2015, 2 réponses ont été expérimentées
sur les rives nord de la Méditerranée. L'opération Mare Nostrum a été mise en place en octobre 2013 par le gouvernement italien et menée par sa marine militaire. Ce lancement fait suite à une énième catastrophe dans laquelle plus de 350 migrants ont péri près de Lampedusa. L'opération Triton, elle, a débuté en novembre 2014 après l'arrêt de Mare Nostrum. Elle est gérée par l'agence Frontex avec le concours de 18 États de l'espace Schengen qui fournissent les moyens techniques et humains. L'objectif des deux opérations diffère cependant. Mare Nostrum était clairement affiché comme une mission de sauvetage des migrants en détresse. Ainsi, la zone de patrouille de la marine militaire italienne pouvait s'éloigner de ses côtes pour aller chercher les bateaux de migrants à la dérive, dont une large majorité était dans une zone située proche des côtes libyennes. Alors que Triton relève avant tout de la protection des frontières de l'Union européenne. C'est pourquoi la zone de patrouille de Frontex est cantonnée aux eaux territoriales italiennes, loin de la majorité des naufrages. Par ailleurs, l'opération italienne Mare Nostrum disposait de moyens plus conséquents, 9 millions d'euros par mois, contre moins d'un tiers pour Triton. Mare Nostrum a permis en un an de secourir plus de 150 000 personnes. Elle a été néanmoins très critiquée par la droite italienne et par les partenaires européens. En cause, son coût et l'appel d'air supposé qu'elle aurait sur les migrants. À l'issue du sommet européen spécial convoqué après les naufrages du mois d'avril 2015, l'Union européenne a annoncé le renforcement des moyens matériels de l'opération Triton. Mais l'objectif de cette opération reste sécuritaire et non humanitaire. Des objectifs et un budget qui ne sont pas sans conséquences en termes humains. Sur les 4 premiers mois de l'année 2014, on a recensé au moins 96 migrants qui ont trouvé la mort ou ont disparu entre les côtes libyennes et italiennes. Ils ont été au moins 1500 sur la même période en 2015. Et on voit bien aujourd'hui l'inefficacité de Triton et le manque de moyens de Frontex. Alors que peut-on donc bien faire face à la situation? Faut-il renforcer encore plus les contrôles, aider les pays du Sud à se développer? Et si on ouvrait carrément les frontières? Avec nous pour le débat final de cette émission, François Gémen et Gérard-François Dumont. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, fin connaisseur des flux migratoires. J'ai d'abord envie de vous faire réagir sur la proposition de la Commission européenne de ce mercredi 12 mai. Elle propose d'organiser l'accueil des États membres dans les États membres avec un système de quotas déterminé en fonction du PIB, du taux de chômage et d'autres paramètres. Est-ce que c'est une bonne première solution après cette crise, François Gémen? Il est clair que la situation ne pouvait plus durer en l'état, puisque l'essentiel de la charge de l'accueil pour le moment reposait sur les pays du sud de l'Europe, de la rive nord de la Méditerranée, qui était le premier pays d'entrée dans l'Union européenne, et qu'il n'y avait pas de coopération ni de solidarité européenne sur ces questions. Et donc je dirais que la proposition de la Commission est un premier petit début de solution, ou en tout cas de réponse politique à cette question. Pour la première fois, on s'éloigne d'une réponse qui serait strictement sécuritaire ou policière, comme ça a été le cas jusqu'ici, et on commence à envisager une réponse politique à cette crise. Alors, par contre, je suis beaucoup plus réservé sur la méthode qui est proposée. Les quotas sont décidés uniquement en fonction des intérêts des pays d'accueil. On ne tient pas du tout compte de la situation des migrants, ni de leurs souhaits. Et donc, j'ai beaucoup plus de réserves sur la méthode. Par contre, je salue le début de réponse politique et le début de coopération européenne qui nous amène peut-être vers une véritable politique européenne d'asile et d'immigration que j'appelle de mes voeux. Mais encore faut-il que les pays, que les États membres suivent et soient d'accord avec cette proposition, ce qui n'est pas forcément gagné d'avance, Gérard-François Dumont. Effectivement, en réalité, ce que propose la Commission, c'est quand même une usine à gaz qui ne correspond pas à la réalité parce que même si l'Italie a une charge particulière compte tenu de sa situation géographique, il faut rappeler que ce n'est que la porte d'entrée. Et qu'il s'agisse des migrants qui arrivent en Italie ou de ceux qui arrivent par la route des Balkans, ce sont d'autres pays vers lesquels ils se destinent. Et surtout, la dimension humaine est complètement oubliée. C'est-à-dire, la plupart de ces migrants ont une destination réelle, parce qu'ils savent qu'ils ont une de leurs connaissances, qui peut être un frère, un cousin, un voisin, susceptible de les aider dans tel ou tel pays d'accueil. Donc ils ont une destination vers laquelle ils souhaitent aller, qui ne sera pas forcément celle qui serait déterminée par des quotas purement comptables. Deuxièmement, ces migrants, ils sont parfaitement au courant de l'évolution des économies européennes. Et nous avons
très bien vu ces dernières années combien ils souhaitent aller vers les pays où les marchés de l'emploi sont plus favorables que vers les autres. Alors pour répondre à cette usine à gaz, et si finalement on adoptait une solution très simple, c'est votre proposition François Gémen, qui est celle d'ouvrir complètement les frontières. Proposition assez iconoclaste en tout cas dans le paysage politique, peut-être moins universitaire. Pourquoi est-ce que vous défendez cette position? Pour deux raisons. La première, c'est que l'ouverture ou la fermeture des frontières ne détermine pas les flux migratoires. C'est un grand fantasme des politiques que d'imaginer qu'en fermant ou qu'en ouvrant une frontière, ils vont pouvoir contrôler, maîtriser les flux migratoires. Ces flux aujourd'hui sont déterminés par des facteurs structurels, par des crises qui les poussent à l'exil, par la situation économique dans les pays d'accueil. Ce sont des gens qui sont soit forcés de fuir, soit qui ont mûri un projet migratoire pendant de longues années. Ce n'est pas une frontière ouverte ou fermée qui va les faire venir ou qui va les empêcher de partir. La deuxième raison, c'est que la fermeture des frontières provoque des drames abominables et que les drames qu'on connaît pour le moment en Méditerranée sont aussi largement le résultat des politiques européennes de fermeture des frontières. Il n'y a jamais eu dans le monde, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, autant de déplacés qu'aujourd'hui et les frontières pourtant n'ont jamais été aussi fermées. Fermer une frontière, ça n'empêche pas la migration, ça la rend simplement plus dangereuse et ça provoque les drames qu'on voit en Méditerranée. Gérard François Dumont, sur cette politique d'ouverture-là, vous la qualifiez dans un document que vous avez écrit de sophisme sentimental. C'est faire preuve d'une compassion à courte vue susceptible d'accentuer la pauvreté dans les pays du Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. Je crois qu'il faut comprendre la réalité. La réalité, c'est que s'il y a de l'immigration vers l'Europe, c'est qu'il y a d'abord de l'émigration, c'est-à-dire des personnes qui quittent leur pays et qui considèrent qu'ils ont des raisons de quitter leur pays, tout particulièrement lorsqu'il y a des conflits civils. Mais dans le monde actuel, nous, notre intérêt, c'est le développement des pays du Sud, et l'intérêt de ces personnes, c'est le développement du pays du Sud. Donc aujourd'hui, le départ d'un certain nombre de pays africains qui ont des possibilités de développement incontestables compte tenu de leur potentiel, est un drame pour ces pays africains. Mais le développement, on en parle depuis quand même assez longtemps, et face à des situations comme l'Érythrée, c'est quand même qui sont des situations politiques plus qu'économiques, c'est difficile de parler de développement des pays du Sud. Voilà. Mais il faut comparer les pays qui sont comme l'Érythrée dans une situation de dictature et des pays comme le Sénégal, qui n'a jamais eu de régime militaire et qui a même connu des alternances démocratiques. Donc encourager, comme cela a été fait, des jeunes Sénégalais à partir, c'est au détriment du développement du Sénégal. Et si je prends d'autres pays qui ne sont ni des dictatures, ni comme le Sénégal, mais où vous avez des potentats qui règnent sur le pays avec des systèmes de corruption, souvent c'est leur intérêt de voir les jeunes partir, parce que ça prive la société civile de toute une jeunesse qui pourrait se mobiliser pour faire évoluer ces pays vers plus de démocratie et plus de développement. Sur cet argument-là, François Gémen, qu'on organiserait en quelque sorte une fuite des cerveaux des pays du Sud et on les priverait de ce potentiel de développement. Bien sûr, la fuite des cerveaux est un problème, mais ce que je dis, c'est que si les gens veulent partir, ils partiront. L'idée qu'on puisse empêcher, résister à la migration tient du fantasme. Si quelqu'un veut partir, il va partir. Ça ne sert à rien d'essayer de l'enfermer. Et donc ce que je dis, c'est essayons d'accepter l'idée que ces migrations sont une réalité structurelle du monde d'aujourd'hui et essayons de les organiser au mieux pour que ces migrations puissent se passer dans les meilleures conditions. Essayer de les empêcher est illusoire. Alors oui, mais à ce moment-là, il faut développer d'autres projets. Et en particulier, il faut développer les visas de circulation. Puisque l'un des problèmes des migrants, c'est que souvent ils vont dans un pays parce qu'ils trouvent un intérêt à aller dans un pays du Nord, et ils ne peuvent plus le quitter parce qu'ils savent que s'ils quittent ce pays, s'ils veulent y revenir, ne serait-ce que pour assurer une formation continue ou autre, ils risquent de ne pas obtenir de visa. Donc il faut modifier aussi notre législation pour rendre facile la circulation migratoire et pas imposer en fait une migration résidentielle définitive qui cause des problèmes au pays d'origine. Je rappelle simplement un chiffre. Dans la seule ville de Manchester, vous avez plus de médecins du Malawi que de médecins dans le Malawi, comme si le Malawi n'avait pas besoin, pour améliorer son système sanitaire, de médecins. Sur ça, du coup, je pense que vous êtes d'accord. Il faut aussi mettre des systèmes qui permettent de retourner au pays d'origine. C'est un autre problème qui serait complètement résolu par l'ouverture des frontières. Les gens pourraient circuler à leur guise, pourraient aller et venir. Et ça se traduirait même sans doute dans l'immédiat par une diminution du nombre de migrants en Europe, puisque beaucoup de migrants qui sont coincés en Europe aujourd'hui, qui n'osent pas retourner dans leur pays,
pourraient retourner dans leur pays, se former, rendre visite à leur famille, par exemple. Non, mais la régulation aux frontières est absolument nécessaire. Tout pays doit connaître le nombre de personnes qui est sur son territoire pour adapter son système administratif aux besoins de ces populations. Donc il est absolument indispensable, et tous les pays au monde le font, de savoir qui entre dans Attention. le pays. Supposons qu'en raison du conflit civil en Syrie, l'Union européenne décide demain matin, nous allons accueillir 500 000 Syriens. Puisqu'effectivement, ce sont des personnes soumises à l'exode. Il faut un contrôle aux frontières pour pouvoir... Eh bien, ces 500 000, il faut quand même les acter à l'entrée, parce qu'il faut, il faut que l'Europe s'organise pour les accueillir, du point de vue du logement, pour les accompagner dans un travail, pour scolariser leurs enfants. L'ouverture totale ne permettrait pas... Inévitablement, l'ouverture totale ne permet pas. Soyons clairs, l'ouverture des frontières, ce n'est pas la suppression des frontières. Ce n'est pas parce qu'on ouvre les frontières qu'on supprime les contrôles. Et donc, il est bien clair que l'idée que je propose, c'est que, bien sûr, les frontières resteraient, bien sûr, les États sauraient toujours qui entre et qui sort, ne serait-ce que pour arrêter des criminels en fuite, par exemple, mais qu'on laisserait rentrer les gens et qu'on laisserait sortir les gens. Si je peux simplement, pour conclure ce débat, peut-être arriver sur un point d'accord final, la fermeture totale des frontières, qui est un discours qu'on entend beaucoup, notamment de la part des politiques. Vous êtes pour le coup plus ou moins d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une forme de discours assez populiste et que fermer totalement les frontières ne résoudra absolument pas le problème. Il ne faut quand même pas oublier le problème de la sécurité. Vous savez que l'espace Schengen n'a pu être mis en place qu'à partir du moment où a été organisé le système d'information Schengen, c'est-à-dire la tenue d'une liste de personnes qui sont considérées comme indésirables dans l'espace Schengen. Mais sur la fermeture totale des frontières, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut assouplir plus le système ? Bien entendu. C'est absurde de penser qu'il faut une fermeture totale des frontières dans un ensemble politique et économique qui est ouvert sur le monde et dans un contexte de globalisation. Je pense que fermer les frontières, c'est d'abord une stupidité économique absolue. Ça ne marche pas, ça ne résoudra rien. Et ça rendra les migrations encore plus dangereuses qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je pense qu'on restera sur ce point d'accord. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce premier épisode de Cartes sur table. Vous pouvez retrouver toutes les parties de cette émission en lien sous cette vidéo. Bonne lecture.